Bonjour à tous, ça me fait grand plaisir de voir la salle si remplie. Alors, pour moi, c'était une journée très importante. Je sens vraiment qu'il y a un vent de changement, une volonté de changement aussi, de changer nos façons de faire, de rendre nos traitements plus accessibles et j'espère que cette journée va y contribuer. Je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il y a un panel après, puis je trouve que l'interaction avec la salle est particulièrement importante pour ce sujet-là, le sujet dont je vais parler. Alors, je parle du traitement médical du trouble de l'usage des opioïdes. Je présente les faits saillants d'un consensus d'experts, pharmaciens et médecins. J'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, je vais présenter le groupe, je vais présenter brièvement la démarche, puis je vais enchaîner tout de suite dans les faits saillants. Le groupe de travail a été mis sur pied à l'initiative du Collège des médecins et c'est une initiative conjointe en fait de l'Ordre des pharmaciens du Québec et du Collège des médecins du Québec. Il y avait différents représentants des professions médicales et pharmaciennes, des médecins, des cliniques privées, des centres spécialisés, des médecins de région et également, bon, comme je l'ai dit, des pharmaciens. Vous avez le nom des personnes qui étaient sur le comité. Comment ça s'est fait? Il y a eu une première recension des différentes lignes directrices qui se sont publiées au niveau international. Ça a commencé en 2016, ça fait déjà 3 ans. Il y a eu une première circulation d'un texte suite à une réunion de travail. Le texte a été révisé, deuxième réunion de travail. On a finalisé les documents l'été dernier, l'été 2018. Et actuellement, le document est sur la table du Collège des médecins du Québec. L'objectif du document est d'assurer aux patients des soins sécuritaires et efficaces, de fournir un cadre de référence qui vise à guider tous les médecins et les pharmaciens de première et de deuxième ligne. Mais la phrase la plus importante du document, et ça se retrouve à la première page, c'est que ces lignes directrices ou ce consensus ne remplace jamais le jugement clinique du médecin et des autres professionnels. Et je vais répéter cette phrase-là assez souvent dans la journée. Pour moi, c'est primordial. On suggère, lorsque le patient entre en traitement pour un trouble lié à l'usage des opioïdes, on suggère qu'il y ait un contrat qui soit signé avec le médecin ou l'équipe traitante. Un contrat qui se veut un outil thérapeutique qui doit tenir compte des objectifs du patient, qui décrit les obligations et les responsabilités des deux parties. Et une copie de ce contrat-là est remise au patient, une autre le médecin en garde une copie. Et éventuellement, le pharmacien pourra en avoir une parce qu'on stipule que le pharmacien fait partie de l'équipe traitante. On a abordé les options thérapeutiques qui s'offrent à nous. D'abord, on a parlé également du sevrage, comme quoi c'était à proscrire lorsqu'utilisé seul, parce que, comme l'a dit Julie, il y a un danger de rechute et d'overdose mortelle. On s'est positionné ensuite de ça sur différentes modalités thérapeutiques, la buprenorphine, naloxone, la méthadone, la morphine à libération prolongée ou le Cadian. Le choix initial du traitement, d'abord, comme je l'ai dit, le sevrage est à proscrire. On propose la buprenorphine, naloxone comme choix initial à chaque fois que c'est possible. On ne l'impose pas. Le patient a évidemment un mot à dire dans le choix de la molécule, mais pour des questions de sécurité et de facilité de traitement, on va appeler ça comme ça, la buprenorphine est quand même notre premier choix. La méthadone est un deuxième choix. Elle sera initiée dans les cas où l'utilisation de la buprenorphine n'est pas possible. Par exemple, un patient qui est incapable d'arriver en sevrage ou si la réponse à la buprenorphine naloxone est insatisfaisante. Buprenorphine et grossesse. La buprenorphine est indiquée en grossesse. La grossesse est une priorité d'entrée en service. Par contre, le produit combiné buprenorphine-naloxone n'est pas approuvé en raison du manque d'évidence concernant la naloxone.
une patiente qui est déjà sur buprenorphine naloxone doit transférer à la buprenorphine seule, qui est accessible via un programme d'accès spécial de Santé Canada. Le dosage initial de la buprenorphine, ça c'est quelque chose qui change par rapport aux anciennes lignes directrices. Alors, la dose initiale se situe entre... Oups. La dose initiale se situe entre 2 et 4 mg, parfois jusqu'à 8 mg pour les gens qui ont une grande tolérance et qui présentent des symptômes de sevrage importants. La dose maximale au premier jour peut aller jusqu'à 16 mg. Un gros contraste également avec nos lignes directrices antérieures qui étaient beaucoup plus prudentes. La dose habituelle de maintien, pour ceux qui en font, on le sait, ça se situe autour de entre 12 et 16 mg. La dose maximale, selon la monographie du produit, est à 24 mg, mais on permet dans certaines circonstances d'aller jusqu'à 32 mg, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays. La méthadone est un deuxième choix, principalement en raison de sa dangerosité. Les doses initiales, lorsqu'on induit la méthadone, se situent au maximum autour de 30 mg. Pour la grande majorité des cas, toutes les personnes qui ne consomment pas par voie intraveineuse en particulier, mais lorsqu'on a affaire avec des gros consommateurs qui consomment quotidiennement par voie intraveineuse des quantités considérables d'opioïdes, on peut monter jusqu'à 40 mg. 40 mg reste notre limite pour initier la méthadone. Les tests urinaires. Alors, il y a des gros changements par rapport aux lignes directrices antérieures concernant les tests urinaires. On a voulu, en fait, que les tests urinaires nous servent d'outils diagnostiques. On demande encore qu'il y ait un test urinaire initial à l'entrée en traitement. Mais aussi, on a voulu que la test urinaire ait une utilité clinique. C'est-à-dire qu'on ne recommande pas de faire des tests urinaires statutaires. On ne recommande plus de faire des tests urinaires statutaires 2 fois par mois pendant les premiers 3 mois, etc. On veut que ça ait une raison, qu'il y ait une raison derrière le test urinaire. Et surtout, les tests urinaires exempts de drogue ne sont plus une condition à l'octroi de doses non supervisées, ce qui est un gros changement par rapport aux lignes directrices antérieures. Il y a un tableau qui le résume. Donc, à l'évaluation initiale, oui, il y a une prise d'urine pour confirmer qu'il y a une utilisation d'opioïdes. Durant la phase du dosage, s'il y a des enjeux de sécurité ou de risque de surdose face à un patient avec qui on n'est pas sûr d'avoir toute l'information, oui, on peut le faire. Même chose lorsque la dose est stabilisée, puis s'il y a des enjeux cliniques où on a des suspicions de revente, on pourrait en faire également, sachant par contre qu'il y a des grosses limites à ces tests urinaires-là. Les doses non supervisées. D'abord, avant d'accorder toute dose non supervisée, le médecin doit considérer avant tout la sécurité du patient et de son entourage. Une question de sécurité là-dedans. Donc, il y a une évaluation à faire sur la capacité de la personne en traitement à gérer sa médication. Est-ce qu'il y a une stabilité qui est démontrée dans son fonctionnement? Est-ce qu'il y a un endroit sécuritaire pour conserver la médication? Est-ce qu'il comprend les risques associés à cette médication? Pas tant pour lui que pour son entourage. Et il y a une évaluation à faire de sa consommation dans le sens où est-ce que la personne présente une consommation qui pourrait la mettre à risque de se désorganiser et de ne plus être sécuritaire avec les doses qu'il a en sa possession. Le calendrier des doses non supervisées n'a pas vraiment changé pour la méthadone, c'est-à-dire la méthadone et la morphine à longue action. Les premiers 3 mois, on demande encore que le patient ait quotidiennement à la pharmacie pour chercher sa dose. Et puis ensuite de ça, il y a un octroi de doses en portée graduelle là, selon l'algorithme proposé par le tableau.
Pour la buprenorphine, on a laissé beaucoup plus de souplesse. Alors, vous voyez, de 0 à 2 mois, en fait, c'est selon la stabilité et la sécurité du patient. Donc, théoriquement, un patient, après une semaine, lorsque sa période de dosage est finie, un patient stable, qui a un fonctionnement déjà stable avant d'entrer en traitement, qui travaille, par exemple, ou qui est très stable, pourrait apporter toutes ces doses à la maison. On demande encore avec la buprenorphine que le patient se présente une fois par semaine pendant la première année, mais on ouvre après 1 an à la possibilité d'aller 1 fois ou 2 semaines à la pharmacie, qui est également un assez gros changement par rapport aux lignes directrices antérieures. L'arrêt du traitement. L'arrêt du traitement doit être une décision éclairée parce qu'il y a des risques de rechute, même lorsqu'on est très stable. Lorsqu'on arrête le traitement, il y a des risques de rechute. Il faut que le patient en soit conscient. Il y a des conditions qui sont favorables à un traitement réussi. Le patient doit en être informé. On le suggère très lent, sur plusieurs mois, voire des années, avec possibilité d'arrêter le traitement, puis le sevrage, puis de le poursuivre plus tard. Et surtout, possibilité de réintégrer le traitement en tout temps, même après l'arrêt. Lorsque le traitement aurait été terminé, s'il y a une rechute, on demande qu'il y ait une réintégration rapide dans le traitement. On s'est penché sur la question de l'arrêt du traitement involontaire, c'est-à-dire l'expulsion du patient. Alors, il faut tenter à tout prix de l'éviter. En rencontrant le patient, en discutant sur des comportements qui sont inadéquats ou inacceptables. Lorsque ce n'est pas possible de faire autrement, il faut informer le patient des raisons de l'arrêt et tenter de le référer dans d'autres programmes. Mais étant donné, là, on met des nuances, parce qu'étant donné l'accessibilité assez réduite pour ce traitement, ça peut être difficile pour le médecin de le rediriger ailleurs. Et s'il n'est pas possible de le rediriger, ce qui est suggéré, c'est de faire une prescription sur une période raisonnable. On a abordé la question de l'accès au traitement en régions éloignées dans les communautés autochtones. On reconnaît que c'est un gros défi, que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut retrouver en ville. Il faut adapter la pratique. L'accent doit être mis sur un travail interdisciplinaire à distance, tout en respectant la confidentialité du patient. Au besoin dévier des lignes directrices en justifiant au dossier pourquoi on le fait. Et évidemment, la question des communautés autochtones nous préoccupe. On reconnaît que c'est une grosse problématique, mais tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est qu'il fallait travailler étroitement avec ces communautés-là pour trouver ensemble des solutions. On a introduit une nouvelle molécule, comme l'a mentionné Marie-Ève, la morphine à longue durée d'action, le Cadian, son nom commercial. Donc, on la positionne comme une 3e ligne. Il y a des avantages, il y a certains avantages, moins d'impact que la méthadone sur le QT, meilleur impact sur la santé mentale, moins de sudation, moins de craving pour l'héroïne. Par contre, une diversion qui est plus facile, une utilisation intraveineuse qui est possible et qui est à risque. Ce qu'on recommande, c'est qu'au moins, soit que le médecin ait déjà expérimenté avec le traitement du TUO, soit qu'il y ait une consultation auprès d'un médecin collègue pour débuter ce médicament-là. L'analoxone, on a abordé l'analoxone également, qui devrait être prescrite à toute personne qui présente un risque de surdose, c'est-à-dire l'ensemble de nos patients rapidement en début de traitement. Et merci, ça fait pas mal le tour de ce consensus d'experts.